Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va faire un commentaire ici aujourd'hui sur les résultats financiers de Score, donc les résultats du premier semestre 2022. Donc, on va essayer de déterminer si l'entreprise représente toujours une opportunité d'investissement et on va essayer de voir si le prix, la valeur, si on doit ajuster la valeur ou pas par rapport aux nouvelles informations qu'on a ici. Donc, je rappelle ici que ceci ne représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, je vais vous lire un document ici. Après, on va faire un survol des rapports financiers ici et on va terminer par une valorisation de l'entreprise. Donc, alors, c'est pas la première fois qu'on parle de cette entreprise ici. On avait fait une vidéo ici, je pense aux alentours le 25 du mois d'avril. Score était encore aux alentours de 26 euros l'action. Et ici, comme je vous l'avais dit, on évalue les entreprises en fonction, les entreprises qui excellent au secteur des assurances en fonction de leur book value. OK, donc leur fonds propres. OK, donc ici vous voyez que c'est une entreprise ici qui avait un book value aux alentours de 30 euros l'action par là, et on l'avait valorisé. On l'avait valorisé ici, quand on faisait la vidéo, on était à 26 euros. Donc, ça pouvait représenter une opportunité d'investissement. En tout cas, le prix actuel et le prix à ce moment-là était bon. D'accord. Mais j'ai également mentionné ceci. Les compagnies d'assurance, il faut faire très attention. Il faut lire les rapports financiers ici. Parce que le problème, c'est même pas la valorisation, hein. Le problème, c'est identifier le risque d'investissement. D'accord? Parce que ces compagnies sont essentiellement là pour pouvoir... Donc, elles existent uniquement pour aider leurs clients à pouvoir se protéger d'un éventuel risque futur. Et entre-temps, qu'est-ce qu'elles font avec le cash qu'elles reçoivent? Elles investissent. Donc, c'est des compagnies d'investissement. Donc, c'est la raison pour laquelle le book value est important. Mais maintenant, on doit apprécier le risque en lui-même en regardant exactement dans quel secteur elle a prêté de l'argent, ce genre de choses-là. Quel est le type d'assurance qu'elle fait ou bien le type de réassurance qu'elle fait. Moi, ce genre d'entreprise que moi j'évite généralement parce que ça me demande trop de travail généralement pour analyser une compagnie d'assurance. Je suis encore en train d'apprendre à analyser les compagnies d'assurance pour vous dire la vérité. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais investi dans une compagnie d'assurance ou de réassurance et je ne compte pas le faire, en tout cas pas cette année. D'accord? Donc, ici, je vais lire l'article ici. Après, on va terminer par un commentaire sur la valeur de l'entreprise. Donc ici, on prend un article ici qui vient de l'Argus de l'assurance. Donc, résultat 2022, Score perd 239 millions d'euros au premier semestre. OK? Donc, on y va. Le premier semestre 2022 a été marqué pour le réassureur français par une série d'événements exceptionnels qui ont eu un impact négatif sur sa performance financière. Premièrement, la guerre en Ukraine, changement climatique, accord de paix avec Covéa et abus sexuels commis dans l'église américaine sont autant de facteurs expliquant les résultats négatifs de ce premier semestre pour Score. Vous imaginez? La guerre en Ukraine, on peut encore comprendre. Changement climatique, qui aurait pu l'imaginer? L'accord de paix avec Covéa, déjà, je ne sais pas c'est quoi, donc il faudrait aller regarder ça ici. Également, les abus sexuels commis dans l'église américaine. Comment est-ce qu'on aurait pu évaluer que c'était un risque pour Score? D'accord? On continue. Le réassureur français a en effet annoncé une perte nette de 239 millions d'euros au premier semestre 2022, dont 159 millions d'euros sur le seul deuxième trimestre. Sur l'année 2021, le groupe avait réalisé un bénéfice net de 456 millions d'euros. N'oubliez pas que cette année-là était exceptionnelle pour les assureurs parce qu'il y a eu moins de réclamations, en hausse de 91%. Toutefois, sans l'impact de la transaction réalisée à l'époque avec Covéa, ce résultat 2021 n'aurait été que de 145 millions d'euros, soit en baisse de 38%. OK? Donc, maintenant, on continue. Dans ce chapitre-ci, on parle des inondations en Australie, sécheresse au Brésil et tempête en France comme potentiel effet négatif sur les bénéfices nets. Donc, la direction du groupe explique les pertes de ce premier semestre 2022 par une série d'événements exceptionnels. En réassurance de dommages et de responsabilité, comme en réassurance vie, touchant tous les continents. Au premier trimestre, le groupe avait provisionné 85 millions d'euros au titre de conflits en Ukraine, afin de faire face aux lignes de risque liées au conflit et risques politiques, crédit, caution et agriculture. La ligne, donc ici, ouvrez les guillemets, donc c'est le management qui se prononce ici. La provision de 85 millions d'euros au titre des potentiels sinistres associés à la guerre en Ukraine comptabilisée au premier trimestre 2022 reste inchangée. D'accord? Donc, la provision, le 85 millions, on s'entend que c'est ce qu'on va dépenser au cas où il y a des réclamations. Donc, jusqu'à présent,
il ne change pas, on reste à 85 millions. Précise Laurent Rousseau, directeur général du groupe. Ensuite, une série d'événements imputables au changement climatique ont pesé sur la rentabilité de la branche Property and Casualty du groupe. Clairement, l'activité IARD souffre au deuxième trimestre alors qu'elle avait déjà souffert au premier trimestre, admet Laurent Rousseau. Ce sont d'abord de graves inondations en Australie et l'une des pires sécheresses de l'histoire du Brésil, puis de fortes inondations en Afrique du Sud et les tempêtes en France qui pèsent sur les comptes du groupe. Waouh! Tout ça, je pense que le changement climatique aura un effet négatif sur cette compagnie-ci. Je pense comme ça. Je pense qu'à la fin de la journée, elle va également augmenter les premiums. Donc, alors, on continue. En France, le coût de l'ensemble des différentes tempêtes est estimé à 4 milliards d'euros environ, précise Jean-Paul Conoscente, je ne sais pas si je le dis, si je prononce bien son nom, directeur général de Score Global PNC. Pour Score, le montant des sinistres liés à cette tempête s'élève à 53 millions d'euros net, les dommages principaux relevant des risques agricoles. Donc, à la fin de la journée, 53 millions, ça reste quand même une belle somme. Afin de diminuer son exposition aux lignes sensibles à la volatilité d'origine climatique, Score a entrepris de réduire de 50% l'exposition de son portefeuille agricole pour 2023. Regardez dans son portefeuille, dans le portefeuille réassurance de cette compagnie-ci, quelle est la part réservée au secteur agricole. D'accord? Donc, on a déjà cette information-là. L'inflation sociale américaine en forte hausse. Maintenant, plus attendu, les derniers résultats de Score ont été affectés par la matérialisation de sinistres latents liés à des violences sexuelles datant des années 80 aux États-Unis, phénomène que le directeur de Score inclut dans l'inflation sociale. Ces sinistres en forte hausse s'élèvent pour le groupe à 76 millions d'euros au deuxième trimestre. Donc, il dit ceci. Depuis 2 ans, aux États-Unis, des avocats ont mené des campagnes afin de retrouver des victimes d'abus sexuels de la part des prêts commis entre 1978 et 1985, explique Jean-Paul Conoscente. Donc, certains tribunaux ont rouvert la période de prescription permettant aux victimes de réactiver leur plainte dans une fenêtre de tir précise, ce qui a donné lieu à une augmentation extrêmement importante du nombre de réclamations et du montant moyen de réclamation. Ces deux facteurs nous ont amené à reviser nos estimations pour ces sinistres. Donc, ça pourrait encore augmenter. Enfin, même si on a dit que la fenêtre c'était une fenêtre assez précise pour réactiver les dossiers ici, mais vous voyez ce genre de choses-là, ça pourrait revenir. Peut-être que dans d'autres pays également, ils assurent l'Église catholique, ou bien ils ont des contrats de réassurance sur l'Église catholique, sur les contrats de l'Église catholique, d'assurance de l'Église catholique. Donc, attention. C'est pour ça que je dis toujours, les compagnies d'assurance, faites attention. Faites très très attention. Le groupe Score se trouve en effet exposé à la faillite de plusieurs diocèses aux États-Unis. L'activité vie et santé du groupe, elle, se porte bien. D'accord? Donc, souligne Laurent Rousseau. Donc, après avoir souffert du premier trimestre, elle a résisté au deuxième, parvenant à absorber les suites de la pandémie. La charge totale des sinistres liés à la pandémie COVID-19 s'élève désormais à 254 millions d'euros, dont 195 millions au premier trimestre. Donc, waouh! Les résultats, enfin, sont également affectés par des éléments comptables et boursiers. 45 millions de charges fiscales provisionnelles liées à un résultat imposable négatif dans certaines juridictions et 30 millions d'euros consécutifs à l'option d'achat des actions Score détenues par Covea. Donc, ensuite, se félicitant du report de la journée investisseur prévue début mars, Laurent Rousseau met en avant l'accumulation d'éléments de volatilité qui pèsent sur les comptes. L'environnement reste extrêmement chahuté par les catastrophes naturelles, souligne-t-il. Enfin, le retour de l'inflation à des niveaux que l'on n'avait pas vus depuis 40 ans crée un environnement macroéconomique et géopolitique extrêmement instable. Laurent Rousseau, directeur général depuis 1 an, veut s'appuyer sur les fondamentaux du groupe. Notre chiffre d'affaires se développe, signale-t-il. Notre ratio de solvabilité reste élevé à 240%. Le ratio de solvabilité est très important ici. Qu'est-ce que le ratio de solvabilité? Je vous ai dit, quand vous ne comprenez pas un mot, vous copiez, vous allez regarder directement ici. Donc, quand on arrive ici, on cherche l'information concernant le ratio de solvabilité. Le ratio de solvabilité est un indicateur exprimé en pourcentage qui vise à maintenir la stabilité du système financier et accessoirement à rassurer les épargnants sur la bonne santé financière de leur assureur. Le minimum requis en matière de ratio de solvabilité est de 100%.
C'est-à-dire que le minimum est de 100%. Donc, quand vous cherchez une entreprise qui a un ratio de solvabilité aux alentours de 100%, ce n'est pas bon. Inférieur à 100% à dégager. Plus que 100%, c'est mieux. D'accord? Donc, il sert notamment à anticiper les crises en grande ampleur provoquées par des catastrophes exceptionnelles comme la crise sanitaire que nous vivons actuellement. Donc, comme dans le cas de Score, comme les événements liés au changement climatique, les inondations, les tempêtes, ce genre de choses-là, on ne peut pas les prévoir aussi facilement. Donc, le ratio de solvabilité se calcule ainsi. Capitaux propres divisé par totalité du passif égale ratio de solvabilité. Je vous laisse continuer ici. Le document ici, il est sur l'INSEAD. Vous tapez ratio de solidité financière assurée. On en est où? Donc, vous allez trouver ce document-là. Donc, je reviens ici. D'accord? On repart sur la vidéo ici. On repart sur le commentaire ici. Donc, Score à 240%. Donc, ça dit que ses fonds propres sont 2,4 fois plus élevés que le total du passif. Donc, ça, c'est une bonne information. Or, il est essentiel pour Score, assureur de premier plan, de disposer d'un bilan très solide. Autre point positif pour le réassureur, la hausse des taux d'intérêt laissant augurer une amélioration des rendements des investissements. Le taux de réinvestissement atteint 4,1%, se félicite Laurent Rousseau. Fin 2021, il était de 2,1%. C'est un quasi-doublement en 6 mois. Les primes brutes émises atteignent 9 686 millions d'euros. Enfin, ici, c'est 9 686 millions d'euros, donc c'est 9 686 millions d'euros au premier semestre 2022, en hausse de 8,3% à taux de change constant par rapport au premier semestre 2021, porté par la progression de 20,9% du chiffre d'affaires en dommages. Donc, il vous dit ici que l'augmentation des taux d'intérêt a un effet positif pour cette compagnie parce qu'essentiellement, la plupart du cash qu'elle obtient, elle va les investir dans des obligations. D'accord? Pour donc des obligations qui sont généralement très safe. Elle a un pourcentage minimum requis dans lequel qu'elle devrait allouer uniquement aux obligations. Ici, l'augmentation des taux d'intérêt, c'est bénéfique pour cette entreprise. Surtout au niveau de ses investissements. D'accord? Donc, c'est une bonne information ici. Donc, les dirigeants de Score préparent activement le nouveau plan stratégique qui sera présenté le 9 novembre prochain. Donc, vous avez rendez-vous le 9 novembre prochain pour le nouveau plan stratégique. En même temps que les résultats du troisième trimestre, les normes IFRS 17 seront positives pour le groupe, estime Laurent Rousseau. Ce nouveau référentiel économique valorisera notre activité de réassurance bien mieux que par le passé et bien mieux que nos concurrents. La direction de Score s'attache à réduire la volatilité, à améliorer la rentabilité et à développer le fonds de commerce. Nous travaillons à une réduction de notre exposition aux États-Unis qui est la source d'une grande partie de notre volatilité, mais nous développons d'autres lignes d'affaires et d'autres géographies. Donc, on s'attend à de plus en plus à s'éloigner des États-Unis. Donc ici, quand vous cherchez la norme IFRS 17, comme d'habitude, Google est votre meilleur ami. Vous allez regarder. Il pose sur les principes pour la reconnaissance, l'évaluation, la présentation et les informations à fournir concernant les contrats d'assurance dans le champ d'application de la norme. Donc, ici, je vous laisse aller vous renseigner dessus, vous qui êtes des investisseurs sur cette compagnie-ci. Donc, dans l'ensemble, on a de mauvais résultats, mais également, il y a de bonnes informations concernant la solvabilité du groupe. On a un groupe qui est solide ici, d'accord, qui peut résister aux différents soucis à venir, d'accord. Également, on voit ici que la rentabilité de nos investissements est plus élevée parce que les taux d'intérêt augmentent. Donc ici, vous savez que les taux d'intérêt ont un effet positif pour cette compagnie. Donc, maintenant, quand on va au niveau des rapports financiers de l'entreprise ici, où est-ce que j'ai Score ici ? On est là. OK. Quand on va au niveau des rapports financiers ici, quelle est la partie qui m'intéresse moi personnellement? Hormis le ratio de solvabilité du groupe, c'est surtout les capitaux propres. Ici, les capitaux propres du groupe de 5 581 millions d'euros en fin juin 2022 correspondent à un actif net comptable par action de 31,21 euros. D'accord, en baisse de 11,5% par rapport au 31 décembre 2021. Et je vais toujours dire qu'ici, le plus important, c'est avoir généralement des capitaux propres qui sont stables et croissants dans le temps. Donc, une diminution des capitaux propres n'est pas une bonne information, d'accord? Mais ça arrive, ça peut arriver qu'on ait une diminution des capitaux propres, d'accord? Mais il faut que ce soit juste temporaire. C'est pour ça que quand on achète ces compagnies, on veut l'acheter avec le maximum de marge de sécurité.
D'accord? Donc, quand vous l'achetez à son book value, vous avez une marge de sécurité parce que vous l'avez acheté à la valeur comptable nette. Même si cette valeur comptable peut diminuer également par rapport à certaines modifications dans le temps. Faites attention par rapport à ça. Donc ici, il vous explique également pourquoi est-ce que les capitaux propres ont baissé. Alors, je descends. Où est cette information-là? Alors, ouais, voilà. Les capitaux propres du groupe ressortent à 5 milliards 581 millions d'euros au 30 juin 2022 contre 6 milliards 402 millions d'euros au 31 décembre 2021. Il en ressort un actif net comptable par action de 31,21 euros contre 35,26 euros au 31 décembre 2021. La plus grosse partie de cette évolution s'explique par la réévaluation entre parenthèses, instrument valorisé à la juste valeur par les capitaux propres de moins 812 millions d'euros au premier semestre 2022. Donc ici, généralement, je pense que c'est plus... voilà, quand on va aller regarder au niveau des capitaux propres, est-ce que ce n'est pas un investissement dans certaines entreprises, si elle a des entreprises, si elle a des investissements dans des équipes, en actions qui ont du fondre ici, de l'ordre de 812 millions d'euros ici. Donc il faut aller regarder cela ici. Ça peut également avec des obligations ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est une information à prendre en considération, c'est très important ici. C'est une entreprise, surtout, sa valeur dépend de ses capitaux propres, ok? C'est ce qu'ils appellent généralement leur fonds de commerce ici. Donc, si les capitaux propres diminuent, ce n'est pas une bonne information. Si c'est temporaire, tant mieux. Donc maintenant, il faudrait aller apprécier selon vous est-ce que ces actifs-là, ces capitaux propres-là sont temporaires. Quand moi je regarde le book value ici, l'évolution du book value ici, d'accord, on voit ici que c'est une entreprise ici qui a un book value qui stagne un tout petit peu sur les dernières années, mais on a une trentaine d'euros ici par action. Vous voyez que ceux qui partent acheter l'entreprise aux alentours de 39 euros ici, alors qu'on a un book value à 34 euros, c'est un peu prétentieux, d'accord. Donc gardez toujours en tête que le book value est plus important quand vous essayez d'acheter cette compagnie. Donc, en conclusion, si je voulais acheter l'entreprise ici aujourd'hui, elle m'offre une opportunité d'investissement extraordinaire. Pourquoi? Parce que non seulement mon ratio de solvabilité est 2,4 fois supérieur au total du passif, donc j'ai la capacité de souffrir. Également, vous voyez que le book value ici est de 31 euros. Or, le prix actuel est de 17 euros. Oui, le book value peut continuer à fondre, mais vous êtes déjà près de la moitié du book value. Très rarement, cette entreprise s'est échangée à ce niveau de prix-là. D'accord? Vous pouvez retourner ici par le passé. Vous voyez qu'elle est toujours au niveau de son book value, généralement 80-90% de son book value. D'accord? Donc ici, je dirais qu'on a toujours une opportunité d'investissement, mais ça ne veut rien dire tant que vous ne lisez pas vos rapports financiers pour essayer d'apprécier le risque général. Ça vaut pour toutes les entreprises. D'accord? Parce qu'on peut faire dire aux chiffres tout et n'importe quoi. Donc, je vous ai toujours encouragé à lire les rapports financiers. C'est pour ça même que j'ai souvent du mal à utiliser le terme analyse fondamentale. Parce qu'une analyse fondamentale, c'est une analyse quantitative et qualitative. Le qualitatif, vous pouvez le faire, mais très souvent, vous n'arrivez pas à bien faire le quantitatif. Donc, c'est ce qu'on a pris, c'est ce qu'on essaye de faire ici. Vous voyez que c'est facile à faire. Les différentes entreprises, différents secteurs, à force de le faire, on commence à développer certains automatismes. Donc, pour les compagnies d'assurance, les banques, je sais que je cherche le book value et je privilégie les entreprises qui ont un book value qui est stable et croissant dans le temps. Également, le book value va de pair avec le return on equity. Ici, j'ai une préférence pour les return on equity supérieurs ou égal à 10%. Mais ici, vous allez voir que voilà, le return on equity, c'est les dernières années ici, est aux alentours de 6-7% par là. 6-4%, voilà, il est inférieur à 10% par rapport à ce qu'on a connu aux alentours de 2018, 2016 ici. On avait les 9, 10, 11, 8. Maintenant, on est à 4, 5, 6, 3, 7% sur les 12 par rapport à 2021. Mais 2021 était une année exceptionnelle. Donc, pour cette entreprise, on est sous-évalué sur le plan quantitatif. D'accord? Également ici, ça pourrait représenter une opportunité d'investissement dans le sens où quand on regarde ici leur compagnie, elle ne s'est jamais échangée à ces niveaux-là. Quand on regarde ici également pourquoi est-ce que je pense que le bilan également est solide, c'est en regardant le rating ici, donc par rapport au S&P, la notation de de Standard & Poor's ici par rapport à la dette, on est à AA-. C'est-à-dire que AA-, ça veut dire quoi? Quand on arrive ici, qu'est-ce que ça mentionne, AA-? Ça veut dire que haute fiabilité, d'accord? Mais haute fiabilité, mais on tend vers le négatif. C'est-à-dire que si ça continue comme ça, on peut aller à BBB. Mais pour une compagnie bancaire, pour une compagnie d'assurance, il est préférable de rester toujours entre AA et triple A. Toujours. C'est très important. D'accord? Donc, alors, qu'est-ce que je pourrais encore ajouter ici? Donc, ici, vu que la notation ici est bonne, on peut se dire ici que l'entreprise est solide. Et on veut avant tout investir dans une compagnie solide. Ça ne sert à rien de regarder le price to earning, etc. Regardez le book value et l'évolution du book value.
D'accord? Donc ici, si vous achetez l'entreprise et qu'elle vous reverse la totalité des free cash flow en dividendes, les free cash flow moyens, hein, par rapport à ce que vous aurez cette année, vous aurez peut-être un rendement aux alentours de 8,97% par là. Mais attention, c'est par rapport à la période actuelle. D'accord? Vous voyez ici que les analystes prévoient qu'on aura des bénéfices plus élevés en 2023 et en 2024. Donc la période actuelle peut être exceptionnelle, mais est-ce que ces analystes ont souvent raison? Vous constatez qu'il y a plus de rouge que de jaune. Donc, à prendre toujours avec des pincettes. Si les analystes pensent qu'on aura à peu près 40 centimes, attention, quand je dis 40 centimes d'euros ici, ça c'est en OTC, donc c'est par rapport c'est un ADR. Donc ici, il faut juste multiplier par rapport au nombre d'actions actuelles pour savoir à peu près où est-ce qu'on s'en va, d'accord? Donc si je peux le faire ici, si je vais sur FundDrive, juste savoir quel est le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, je tape ici, je mets là, le dilute, on fait ça. On a le nombre d'actions ici qui est de combien? On a ici 1,886 milliard. Donc quand je fais ici 1,860 multiplié par 0,4, ça nous donne combien? 744 millions d'euros ici au total. Donc, en termes de bénéfices nets, est-ce que c'est réel? Est-ce que cette information-là est bien réelle? Parce que moi, je préfère toujours vérifier ici. Je vais juste aller vérifier ça rapidement ici. Je dirais, ça apprend avec des pincettes. Dans tous les cas de figure, c'est une entreprise qui a la possibilité, quand tout va bien, elle peut rapporter en moyenne 400 millions d'euros. Okay? Donc, à 10 fois les bénéfices, on est aux alentours ici de 4 milliards de valorisation pour ce genre d'entreprise aussi. Donc, je vous ai dit que le risque ici est au niveau des actifs même de la compagnie et au niveau voilà, des différents risques qu'on arrive, des différents contrats d'assurance, contrat de réassurance qu'on a signé, dont on accepte d'avoir la charge ici. Donc, c'est à ce niveau-là que se situe le risque. Donc, on a une opportunité d'investissement sur le plan quantitatif. Le dividende ici, est-ce qu'il est safe? Dans le sens où si l'entreprise ici paye aux alentours de 300 millions par an en termes de dividendes ici, est-ce que ce dividende-là, il est safe? Moi, je vous dirais, si on a l'habitude de rapporter près de 400 millions, la dette est gérable ici, donc on a un dividende qui est safe. Mais également, je vous avais dit à la dernière vidéo qu'il est préférable de garder ce dividende-là à un niveau, à un ratio aux alentours de 50% par rapport à vos bénéfices nets. Donc, j'aurais préféré qu'on distribue aux alentours de 200 millions d'euros en termes de dividendes ici. Et en date d'aujourd'hui, si on vous distribue 200 millions d'euros en termes de dividendes, vous aurez plutôt un rendement aux alentours de 6,7%, ce qui n'est pas mauvais également. Donc, en termes de stabilité du dividende ici, vous voyez que nous avons une entreprise qui augmente son dividende depuis plusieurs années ici. D'accord? Donc, est-ce que ça va continuer? Point d'interrogation. Mais moi, ici, je pense qu'on devrait déjà se limiter à ce niveau. D'accord? Parce que là, on est déjà sur une marge supérieure et 10% de rendement, c'est assez correct. Et c'est un rendement assez safe. Mais n'oubliez pas une chose. En période de difficulté, elle va couper ce dividende. D'accord? Donc, gardez toujours ça en tête. Le dividende n'est pas une garantie. D'accord? Ce n'est pas une obligation. D'accord? Donc, on va se limiter là pour Score. Nous avons une opportunité d'investissement, mais s'il vous plaît, lisez vos rapports financiers. Si vous y allez sur le plan quantitatif, ok, on sait qu'on est sur le book value ici, donc on prend en considération que le book value ici est de 31 euros et on l'achète à 17 euros. On a un potentiel de croissance ici. Mais le book value également peut tendre à diminuer, donc il faut avoir confiance au management et à la qualité même de la gestion, à la qualité même du business model de cette compagnie-ci. D'accord? Donc, on va se limiter là. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, essayez d'apprendre le maximum sur ce genre de compagnie-ci. Merci.